Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, fait campagne pour le CHP, son parti social-démocrate. En vue des prochaines élections qui auront lieu en mai, il souhaite s'allier avec d'autres partis pour chasser du pouvoir le président Erdogan. Nos commerçants ont vraiment de gros problèmes. Leurs recettes et dépenses ne s'équilibrent plus. Ce n'est pas maintenant, derrière leur comptoir, qu'ils peuvent décider de quoi que ce soit. Mais je suis sûr qu'ils choisiront le vote intelligent. On est à la croisée des chemins. Soit on met fin à ce système présidentialiste, soit on accepte d'être gouverné encore longtemps par des méthodes et une politique autoritaire. Kenan Kolat est président de la section berlinoise du CHP. Il suit quotidiennement l'actualité sur son collègue de parti, İmamoğlu, menacé d'une peine d'emprisonnement pour outrage à fonctionnaire. İmamoğlu est l'une des personnalités les plus importantes de Turquie. Erdogan tente de le rayer de l'échiquier politique, mais il n'y parviendra pas. Si on laisse faire, si on accepte qu'il soit démis de ses fonctions, on peut tirer un trait sur la Turquie démocratique. On a repris les grandes villes au bout de 20 ans. C'est une réelle menace pour le régime actuel, car Erdogan a dit un jour que celui qui gagnait Istanbul gagnait la Turquie, et que celui qui perdait Istanbul perdait la Turquie. Il perdra aussi les élections. Janvier 2023. Kolat part à Istanbul avec sa compagne pour soutenir ses collègues du parti en pleine campagne électorale. La Turquie va en effet bientôt connaître les élections les plus importantes de ces dernières décennies. J'espère que les forces démocratiques, qui représentent à mon avis plus de 50%, voire 60% de l'électorat, j'espère que nous gagnerons les élections qui auront lieu cette année, probablement dans les 100 prochains jours. Une phase de réparation pourra commencer ensuite, qui durera longtemps. Kenan Kolat se rend au siège du parti à Istanbul. Il vit à Berlin depuis 43 ans. Aujourd'hui à la retraite, il travaille ponctuellement comme conseiller politique. Mais cette élection déterminante pour la Turquie et la pression sur l'opposition l'ont poussé à revenir dans son pays natal. Fin janvier, le séisme ne fait pas encore la une des journaux à Istanbul, plutôt consacré à l'inflation et à la crise économique. L'inflation, qui a franchi la barre des 80% sur un an, a fait chuter un grand nombre de salaires sous le seuil de pauvreté. Les prix ont flambé. Et dans certains quartiers de la ville, les loyers ont quadruplé. Kolat s'inquiète de la procédure engagée contre İmamoğlu, sans doute la figure la plus populaire du CHP. Si Erdogan reprend Istanbul grâce au limogeage d'İmamoğlu, il se peut qu'il obtienne plus de moyens pour sa propagande électorale. C'est pourquoi nous allons tout tenter. Mais je crois que la population est derrière İmamoğlu et qu'il ne sera pas aussi simple de l'évincer. Avec notre parti frère, le SPD, nous organisons la solidarité avec İmamoğlu et le CHP. Sa première visite est pour Canan Kaftancioğlu, présidente de la branche stambouliote du CHP et soutien solide du maire. Elle aussi fait l'objet de dizaines de procédures judiciaires. Elle a notamment été condamnée à 5 ans de prison pour insulte au président. Jusqu'à présent, elle a échappé à l'obligation de purger sa peine. La mission de Kolat est de mobiliser ses compatriotes turcs qui vivent en Allemagne en vue de l'élection. Ce que vous faites à Berlin, vous devriez aussi le faire dans d'autres villes. On n'en est qu'au début, et les problèmes s'accumulent. Mais sinon, ça marche mieux que prévu. On a déjà fait 1200 visites à domicile. J'ai impliqué personnellement les collègues d'Essen.
Discutez aussi avec ceux de Hambourg. On est en contact avec eux, mais ils sont en pleine refonte avec un nouveau président. Encore merci. C'est moi. Ma mission en tant que président de la section berlinoise du CHP est d'abord de faire bouger les choses à Berlin et en Allemagne. On espère que les partisans d'Erdogan en Allemagne, qui représentent 65%, vont descendre à 50% et que nos candidats récolteront au moins 50% des suffrages. C'est le moins qu'on puisse attendre. Pour l'instant, la proportion est de 65-35. On veut atteindre au moins 50-50. C'est notre objectif. Ils espèrent qu'en mai, la coalition gouvernementale entre l'AKP et le MHP, un parti nationaliste, perdra la majorité et que le pays renouera avec la démocratie sous l'égide du CHP. L'amère réalité, c'est qu'en Turquie, la justice n'est plus indépendante. Les règles législatives et les décisions juridiques ne sont pas celles d'un État de droit. Pour résumer, on n'est pas condamné parce qu'on a commis un crime ou qu'on est coupable. Non. On nous impose des sanctions et une interdiction politique parce qu'on ne dit pas ce que les dirigeants de ce pays veulent entendre. Şahan Kaftancioğlu ne pourra pas exercer de mandat politique pendant 5 ans. À l'approche des prochaines élections, le gouvernement d'Erdogan a fait pression sur la justice pour museler cette figure politique populaire, médecin engagé dans la défense des droits des femmes. Mais cela ne l'empêche pas de faire campagne au nom de son parti dans les rues d'Istanbul. Bonjour, ça va? Les autres vendent beaucoup, mais moi, on ne m'achète rien. Pourquoi cela? Il est membre du CHP. C'est l'un des nôtres. Voilà ce qu'on va faire. Quand on aura terminé, on lui achètera toute sa marchandise pour la distribuer. Tu auras tout vendu, tu as bon cœur. Le maire Ekrem İmamoğlu, candidat du parti d'opposition, est également en campagne et il a toutes ses chances. Sous le coup d'une condamnation pour outrage à fonctionnaire, il est lui aussi menacé de destitution. À la surprise générale, il a remporté il y a 3 ans l'élection municipale de la métropole de 16 millions d'habitants. Il conteste le jugement et reste serein. C'est sa stratégie dans un contexte agité par la propagande gouvernementale. Aujourd'hui, il visite un centre pour sans-abri qui vient d'ouvrir. Il y a un espace réservé aux femmes? On peut accueillir 18 hommes et 18 femmes. Et il y a une pièce destinée aux familles. En tout, ça fait 50 places. C'est important d'offrir ce type d'hébergement près de la gare routière d'Istanbul. Nous voulons soutenir les milliers de nos concitoyens qui, sinon, vivent dans la rue par un froid glacial. Ici, ils ont un endroit pour dormir. Si la capacité d'accueil est atteinte, on les logera dans d'autres foyers, à l'hôtel ou dans des maisons. Le Parti républicain du peuple, le CHP, a été fondé il y a 100 ans par Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne. C'est le principal parti d'opposition du pays. Il veut composer une alliance de 6 partis pour défier le président Erdogan dans les urnes. Leur intention est d'abolir le régime présidentialiste actuel, qui confère beaucoup trop de pouvoir au chef d'État, et de restaurer une démocratie parlementaire. Je sais qu'à travers moi, vous soutenez ce combat pour la démocratie. Il ne s'agit pas seulement de voter pour moi en tant que personne. Il s'agit avant tout de maintenir la démocratie turque et de défendre l'équité et l'indépendance de la justice dans la République de Turquie. Plusieurs politiciens qui jouaient un rôle de premier plan avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan il y a plus de 20 ans soutiennent İmamoğlu. Mais on ignore encore s'il sera la tête de liste de l'opposition.
Seule une poignée de médias de l'opposition couvre l'événement, car le paysage médiatique est sous la coupe du régime. Personne n'a envie de voir disparaître la démocratie, le droit, la justice et la liberté. C'est essentiel pour notre nation. Et dans mes discours, je dis et je répète que je vais porter ce message de rue en rue, de ville en ville, dans chaque recoin d'Istanbul et partout ailleurs en Turquie. Si nous avançons ainsi tout au long de la campagne, ils ne pourront rien faire contre nous. Et au final, cette élection sera celle du triomphe de la démocratie. Renverser le gouvernement et revenir à une démocratie parlementaire, c'est aussi l'objectif du HDP, le parti de gauche pro-kurde dans la capitale Ankara. Sans ses électeurs, qui représentent plus de 10% des voix, il sera irréaliste de rebattre les cartes lors de l'élection en mai. Le HDP, Parti démocratique des peuples, et son coprésident Mithat Sancar sont aujourd'hui menacés d'interdiction. On lui reproche de financer les activités terroristes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation clandestine kurde. Une accusation que le HDP rejette avec véhémence. Cette vague de répression a commencé fin 2015, sous toutes ses formes. En 2016, les immunités ont été levées, suite à une révision de la Constitution. Des milliers de collaborateurs, députés, maires et coprésidents ont été arrêtés. Ils sont sous le coup de plusieurs procès. Combien sont actuellement en prison? Ça change sans arrêt. Il y a des interpellations presque tous les jours, régulièrement. Mithat Sancar est politicien et professeur de droit constitutionnel. Il a également étudié en Allemagne. Lui et ses collègues ne se font aucune illusion. Le gouvernement va s'acharner à détruire le HDP. La Turquie n'a jamais été un pays démocratique, au sens occidental du terme. Mais elle a quand même un socle démocratique, avec ses institutions et ses traditions. On est à la croisée des chemins. Soit on met fin à ce système présidentialiste, soit on accepte d'être gouverné encore longtemps par des méthodes et une politique autoritaire. En campagne pour son parti dans les rues d'Istanbul, Canan Kaftancioğlu rencontre sans arrêt des gens menacés de basculer dans la pauvreté. Qui défend les droits des retraités? Que voulez-vous que je fasse avec 65 € d'augmentation? On m'a prescrit 2 médicaments, mais je ne peux m'en payer qu'un seul. Ça va s'arranger. C'est tellement dégradant. Qui va défendre nos droits? Qui va se battre pour nous? L'accès aux soins est lui aussi problématique. Ils ont augmenté les prix, mais pour une raison que j'ignore, les médicaments n'ont pas été livrés. Beaucoup de personnes ne peuvent plus les payer. Les médicaments contre l'hypertension coûtent 6 € de plus par boîte. Les gens n'ont pas les moyens. Ce sera bientôt fini et là, avec votre soutien, on pourra changer les choses. Le pays pourra respirer et les étagères seront remplies de médicaments. Je laisse ça ici. Les dirigeants du CHP prennent très au sérieux la campagne dans la rue et le porte-à-porte. Ils tentent, en échangeant directement avec la population, de contrer la propagande diffusée par les médias à la solde du régime. Dès que nous serons au pouvoir, nous mettrons en place une allocation aux familles. Je tiens beaucoup à ce que nous, les femmes, nous en occupions. Je rêve de voir ça un jour. Si vous nous faites confiance, nous pourrons accomplir beaucoup tous ensemble. Je vous donne ceci. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire à notre maire? On voudrait que notre quartier soit plus propre. On y veillera.
La précarité économique est perceptible partout. Au marché, les prix augmentent chaque mois. La grogne monte. L'instabilité économique a entraîné une paupérisation inimaginable, pas seulement à Istanbul, mais dans tout le pays. C'est à cette réalité que nous sommes confrontés en Turquie. Il règne une profonde pauvreté. La majorité de nos concitoyens s'appauvrit, tandis qu'une minorité est très riche. Quant aux classes moyennes, elles ont disparu, elles n'existent plus. Il y a actuellement un fossé gigantesque entre ceux qui vivent dans un état de dénuement extrême et ceux qui nagent dans l'opulence. La pauvreté est un thème très d'actualité, peu importe le quartier ou le milieu social. Janvier 2023. Dans le quartier de Kartal à Istanbul, les partisans de l'Alliance du travail et de la liberté se retrouvent pour un meeting électoral. Le HDP, qui défend les droits des travailleurs et des minorités, est le principal parti de ce bloc de gauche et deuxième alliance d'opposition. Sont présents Mithat Sancar et la coprésidente du HDP, Pervin Buldan. Aux élections de 2018, le HDP avait remporté près de 12% des suffrages. Si ce succès se répète, ce parti serait, avec la table des 6, le fer de lance du changement. Si on débute notre campagne à Istanbul, c'est parce que le gouvernement, ce régime d'oppression et d'exploitation, veut faire de la ville la capitale du fascisme. Alors que nous voulons en faire la capitale du travail, de la liberté, de la démocratie et de la paix pour la population dans tous les domaines d'activité. On montre qu'on n'est pas seul et que le HDP n'est pas affaibli. Au contraire, malgré toutes les répressions et les procès, nous sommes toujours là et plus que jamais debout. Nous montrons que la Turquie n'a pas que deux solutions. Il y a une troisième voie et c'est celle que vous voyez ici. Sancar a aussi été l'un des artisans de la Fondation pour les droits de l'homme en Turquie. Depuis l'élection législative de 2015, il est député au Parlement turc sous l'étiquette HDP, le parti qui prône une résolution pacifique de la question kurde. Pour lui, l'interdiction qui menace son parti est une farce. Sa politique en faveur d'une Turquie pluraliste rallie plus de 10% de la population. L'école de Francfort a forgé ses opinions politiques et philosophiques. Avec un collègue, il a traduit en turc l'essai de Jürgen Habermas, L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Oui, vous voyez, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse, Horkheimer. Ici, il y a aussi, bien sûr, Ernst Bloch, Stefan Zweig, Norbert Elias et Hannah Arendt. Mon projet politique est très fortement influencé par les théories et les écrits d'Hannah Arendt. Dans ce sens, je peux dire que je suis son disciple. À elle et à Habermas, lui aussi est très important. Mais Hannah Arendt occupe une place à part. Sancar compare l'état actuel de la démocratie en Turquie à la fragilité de la République de Weimar, juste avant la montée du nazisme. Aujourd'hui, on a besoin d'un mouvement démocratique qui vient d'en bas, d'une alliance démocratique qui ratisse large. Ce qui n'a pas été possible à l'époque de Weimar, malheureusement. Si nous y arrivons, alors que nous traversons sans doute la plus grave crise de la République, il est possible, et même très probable, que nous puissions consolider la démocratie et l'état de droit. 6 février 2023.
2 violents séismes frappent simultanément le sud de la Turquie et plusieurs régions en Syrie, et touchent 11 grandes villes et 13 millions de personnes. Au fil des semaines, le bilan s'alourdit et dépasse les 52 000 morts. Berlin, quelques jours après la catastrophe. Kenan Kolat coordonne les livraisons de l'aide humanitaire en Turquie. Des draps, des vêtements pour femmes, de l'alimentation pour bébés, des tétines. Rien qu'en Turquie, on dénombre plus de 100 000 blessés. Des bénévoles turcs collectent des biens de première nécessité pour les rescapés. Tout le monde se mobilise pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre le plus meurtrier d'Europe depuis un siècle. Les biens doivent être acheminés par avion jusqu'à Gaziantep, dans le sud du pays. Mais Kolat se heurte à des problèmes de distribution. Malheureusement, le gouvernement turc n'agit pas de façon très professionnelle. On espère que tout ce qu'on collecte ira aux personnes auxquelles c'est destiné. On l'espère vraiment. C'est insensé ce qui est en train de se passer. Ces gens ont besoin d'aide. Puisque des personnes se portent volontaires pour la leur apporter, pourquoi Erdogan veut-il les en empêcher? Sur les réseaux sociaux, la colère éclate. Les sinistrés se demandent que fait l'État, leur État. Son rôle est de les secourir. Et si rien ne bouge, ils perdent confiance dans l'État, dans cet appareil, dans ce gouvernement. Comme tous les biens sont centralisés avant d'être redistribués, beaucoup n'arrivent pas assez vite. Kolat suit l'actualité tragique de son pays natal. Certains bénévoles à Berlin ont des proches qui ont péri dans la catastrophe. Ils se demandent pourquoi les habitations se sont effondrées aussi vite. Et que fait la protection civile? Les chaînes de télévision montrent régulièrement le président Erdogan témoigner son soutien aux victimes. Imamoglu, mais aussi tous les maires CHP, se sont rendus sur place dans l'intention d'apporter leur aide. Même ça, on les en a empêchés, soi-disant que ça ne relevait pas de leurs compétences. Mais le président du parti ne s'est pas laissé décourager. Il a dit qu'il continuerait même s'il se faisait arrêter. Ce n'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre contre le gouvernement, qui est totalement dépassé par la situation. Si les constructions respectaient les normes, elles résisteraient bien plus longtemps. Personne ne prend ses responsabilités. L'armée, par exemple, n'est intervenue que le 3e jour, alors que grâce à son organisation même, elle aurait pu coordonner efficacement les opérations de secours. La population en a bien conscience. Au final, ça pèsera le jour du scrutin. Pour compenser les lacunes de l'aide d'urgence, le président Erdogan est omniprésent sur les chaînes de télévision, surtout celles acquises au régime. La campagne électorale s'est déplacée dans le sud du pays. Mes condoléances. Mes condoléances. Bon rétablissement. J'espère que, avec l'aide de Dieu, nous surmonterons rapidement cette catastrophe. Ici même, nous prévoyons de tout reconstruire dans l'année, de déblayer les gravats et de bâtir de nouveaux logements. Kemal Kılıçdaroğlu, le président du CHP, et Ekrem İmamoğlu ont eux aussi fait le voyage depuis Istanbul. Mais les chaînes télé qui diffusent ces images sont rares. Fin mars, l'opposition montre un visage uni. Les représentants des 6 partis de l'Alliance nationale se rendent ensemble dans la province touchée par le séisme. C'est Kılıçdaroğlu et non İmamoğlu qui a finalement été désigné tête de liste de l'opposition et candidat à la présidentielle.
Quand nous reconstruirons les logements et les commerces, nous ne demanderons pas un centime à qui que ce soit. Aucun citoyen ne devra s'endetter sur 20 ans. L'Alliance nationale y veillera. Maisons, immeubles et magasins sont détruits. Les gens sont désespérés. Il n'est pas question que les petits-enfants héritent des dettes. Nous allons transférer toutes les ressources dans cette province pour redynamiser la région. La même semaine, le CHP et le HDP osent un rapprochement. Le parti de Mithat Sancar retire son propre candidat au profil de Kemal Kılıçdaroğlu. À l'avenir, nous devons construire en Turquie un système fondé sur la démocratie, les droits humains, la justice et la liberté. Ces questions font l'unanimité. Et comme l'a déjà dit ma coprésidente, nous devons résoudre l'ensemble des problèmes de la Turquie grâce à un large consensus social. Et c'est possible. Une union sacrée entre le HDP et le CHP lors de l'élection présidentielle compromettrait sérieusement les chances de réélection d'Erdogan. Mais les dés ne sont pas encore jetés. Grâce à son emprise sur la plupart des chaînes de télévision, Erdogan s'invite facilement dans le salon des électeurs. La liberté de la presse est limitée et une nouvelle loi permet au chef d'État de censurer les réseaux sociaux. Suat Özçelebi est analyste politique et observe depuis 30 ans la scène politique. Croit-il à un changement de gouvernement? C'est un interlocuteur recherché par les rares chaînes d'information de l'opposition. Le tremblement de terre aura une influence sur le scrutin. Il a aussi provoqué des secousses politiques et sociales. Et cela aura de lourdes conséquences sur l'avenir du pays. Comment les gens vont-ils voter? Le vote sera-t-il sûr? Les élections des années précédentes font redouter que le scrutin ne se déroule pas dans les règles. Personne, à l'heure actuelle, ne peut prédire avec certitude quelles seront les répercussions pour l'avenir. Özçelebi craint une manipulation du scrutin, surtout dans les régions sinistrées. Et le champ d'action des médias d'opposition est restreint. Jusqu'à présent, les médias en cheville avec le pouvoir se taillent la part du lion. On veut nous faire voir la vie en rose. C'est un artifice utilisé depuis longtemps et qui s'est avéré efficace. Le gouvernement domine 90% des médias, parce que ceux-ci appartiennent à de grands groupes proches du pouvoir. Mais ils n'ont pas autant de poids qu'ils le croient. Car si on leur martèle sans arrêt le même message, les gens finissent par chercher de vraies informations sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'opposition. En réalité, l'influence du gouvernement n'est plus que de 50%, voire encore moins. Dans le nord d'Istanbul, l'éditeur de presse Söçü a créé une nouvelle chaîne de télévision qui propose un programme d'actualité sans agenda politique. Le directeur Ali Şödelek et son équipe ont réalisé en seulement quelques jours le meilleur taux d'audience pour le journal télévisé. Mais la chaîne a dû attendre presque 5 ans son autorisation d'émettre. Elle a finalement obtenu gain de cause et émet depuis quelques jours. Je pense que nous comblons un besoin important. Notre mission en tant que journaliste est d'expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices les raisons de la crise économique. Si les chaînes de télévision, les journaux et les médias jouent correctement leur rôle, et c'est notre cas, nous assisterons à un changement de régime. J'espère que le prochain gouvernement marquera l'avènement d'une nouvelle ère, où le journalisme aura plus de place. İmamoğlu, toujours sous la menace d'une destitution, visite le bazar égyptien d'Istanbul. Bonne chance pour ton commerce! Après la désignation du chef du CHP comme candidat de l'opposition à la présidentielle, lui-même et le maire d'Ankara ont été nommés suppléants.
Dans son fief, il se montre accessible et tolérant. Un jeune homme exprime son inquiétude face à l'afflux de migrants en Turquie. C'est comme les Turcs qui émigrent en Allemagne ou ailleurs pour y travailler, ou y faire des études et qui obtiennent un permis de séjour. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les migrants aient droit au même traitement, tant qu'ils n'arrivent pas sur notre sol de façon illégale. En cas de changement de gouvernement, on peut compter sur Ekrem İmamoğlu pour contribuer à façonner l'avenir de la Turquie. Plusieurs pays d'Europe ont choisi de parier sur ce modéré. Un des commerçants voudrait qu'on crée 2 stations de tram supplémentaires dans son quartier. Une station de tramway? Ce sera pas simple, mais on le note. Il y aurait la place. Oui, je sais. Nos commerçants sont très prévenants avec leur clientèle. Mais on voit qu'ils ne vendent pas beaucoup et qu'ils se font du souci. Ils ont vraiment de gros problèmes. La vente et la consommation reculent en Turquie. Leurs recettes et dépenses ne s'équilibrent plus. Ce n'est pas maintenant, derrière leur comptoir, qu'ils peuvent décider de quoi que ce soit. Mais je suis sûr qu'ils choisiront le vote intelligent. Après 20 ans de démantèlement de la démocratie et de fracture sociale, tous les espoirs reposent sur la coalition des partis de l'opposition. Beaucoup dépendra du taux de participation des jeunes, en majorité hostiles à Erdogan, de la capacité des sinistrés du séisme à pouvoir aller voter et surtout du bon déroulement du scrutin.